G-Navire a cette particularité d'avoir des sous-marins, donc un ROV et on a un Nautil. Le Nautil, c'est un sous-marin qui est habité et qui peut descendre à 6000 mètres de profondeur. Tu nous présentes le joujou? Bonjour Briac. Bonjour. Tu es le commandant d'un très beau bateau. Tout à fait. Celui qu'on voit juste derrière nous. Le plus beau. Qui est l'Atalante. Oui. Un des navires de G-Navire. C'est ça. Peux-tu nous présenter un petit peu cet armement et qu'est-ce que vous faites? Alors, G-Navire, c'est une filiale de l'Ifremer, l'Institut français d'exploitation et de recherche en mer. Ouais. Et c'est un navire océanographique qui navigue sur un petit peu toutes les mers et tous les océans pour aller faire de la recherche. Océanographique, ça veut dire quoi? Océanographique, on va faire des recherches sur la masse d'eau, sur les océans. D'accord. C'est un navire qui est très polyvalent. On va le moduler en fonction des missions. À chaque mission, on va embarquer des appareils différents, des instruments différents. Alors là, aujourd'hui, nous sommes à quai à la Seine-sur-Mer. C'est ça. Ce navire, il est quand même impressionnant. Il fait quelle taille? 84,60 mètres. 84 mètres, voilà. D'accord. Et on voit pas mal de grues, de conteneurs. Tu nous parles de polyvalence. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Qu'est-ce que vous faites? Typiquement, on va partir sur une mission CHOM. Oui. Donc le service hydrographique et océanographique de la marine. D'accord. Et on va aller étudier l'évolution des masses d'eau. En fait, c'est des formations de gyres de courant. D'accord. Au niveau de la Grèce, une en particulier qui s'appelle tourbillon de Pélops. D'accord. Et qui se forme au niveau de la Grèce et qui après part sur la Méditerranée occidentale. Donc on voit ici, il y a du conteneur. Tout à fait. Là, on a il y a des grues et il y a un portique. Tu peux nous expliquer rapidement? Le portique qui, lui, il a la capacité de déployer des sous-marins. Donc G-Navire a cette particularité d'avoir des sous-marins, donc un ROV et un H-ROV aussi, et on a un Nautil. Le Nautil, c'est un sous-marin qui est habité et qui peut descendre à 6000 mètres de profondeur. On a, oui. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Hein. Il y en a très peu à travers le monde, oui. Très peu. Et vous avez des pilotes qui sont G-Navire aussi. Ah, c'est vous-même qui faites l'armement du sous-marin? Tout à fait. C'est super. C'est une branche de G-Navire. Hein, et juste derrière, on en a un autre un peu plus petit. Voilà, ça c'est l'Europe, c'est un navire côtier, un catamaran côtier, qui lui revient d'une mission aussi en Méditerranée. Il est en train de faire la démobilisation. Donc il est en train de décharger, pareil, le matériel qu'il avait embarqué spécialement pour la mission qu'il faisait. Super. Donc, nous, on a embarqué, là pour cette mission, on va avoir on appelle ça des poissons, donc on aura des sonars qui seront à l'arrière du navire. Donc on a un treuil pour déployer le Scissor, il s'appelle, et un autre le MVP, c'est une potence pour déployer un autre poisson, comme on appelle ça. Alors avant de faire la visite complète, il me semble bien avoir vu un pavillon français. Tout à fait. Et vous êtes en plus, je crois, au premier registre. Tout à fait. Premier registre, et on est donc 100% français à bord, équipage, officier, tout le monde est français à bord. Et vous êtes combien? On va être 51 sur cette mission et 55 sur ce navire, oui. Excellent. Et les scientifiques, donc eux viennent, alors là on est sur une mission CHOM, mais on a des missions qui sont faites avec énormément d'instituts différents et beaucoup d'étrangers qui viennent aussi qui viennent sur nos missions en fonction des études qui vont être faites en fonction de la mission qui est créée. Parce que forcément, ça représente un certain budget de faire une mission océanographique. Et en fonction de la zone sur le globe où on va aller étudier, faire nos recherches océanographiques, ça intéresse des scientifiques de différentes nationalités et ils viennent se greffer à la mission. Et à chaque fois, chaque mission, les équipes scientifiques changent et les zones sur lesquelles on va naviguer, les océans ou les mers sur lesquelles on va naviguer, on change tout le temps. En fait, dans notre compagnie, on change tout le temps de navigation. Je t'avoue qu'on est assez impatients. Oui. Tu nous montres un petit peu. Avec plaisir. Tu nous fais la visite complète? Allez, on y va. On y va. Merci. Donc nous voici à la passerelle. Donc on va étudier la circulation de la masse d'eau, la circulation océanique. Ouais. Et en fonction des relevés qui vont être faits, les scientifiques vont adapter le planning de la mission. Donc on ne sait pas exactement, on connaît la zone générale bien sûr, mais on ne sait pas, là on va partir
D'abord en Corse, donc golfe de, on va passer par le Bonifacio. Ouais. Ensuite, on va déployer des engins entre la Corse et Messine. D'accord. En passant par côté de Stromboli. Et ensuite, on va aller vers la Grèce. On va travailler à l'est de la Grèce, entre Pénopolèse et puis Péloponnèse, pardon, et la Crète. Et il faudra que Robin, le lieutenant de navigation, lui, s'adapte en fonction des points qui vont nous être transmis par les sciences, par l'équipe scientifique. Et, alors, on peut voir là une passerelle qui date un peu. Ah, le bateau, il est de 1989, construction 1989. D'accord. Donc oui, il est plus tout jeune, mais il a du caractère. Oui. Mais je crois qu'il est assez technologique quand même. Hein. Oui, technologique. Nous, on a cette particularité d'être avec des propulsions électriques. Propulsions électriques qui nous permettent... Avec des azimutaux ? Non, en fait, on est avec deux lignes d'arbres d'hélice classiques, ouais. Mais à pas fixe. Mais nous, l'avantage d'être en propulsion électrique, c'est qu'on est très manœuvrant, on peut très rapidement. On fait ce qu'on veut en fait. C'est des petites mobilettes. Vous êtes certifié positionnement dynamique peut-être ? On est certifié, moi on a eu une formation, on a le positionnement dynamique, mais c'est aussi, je pense, une particularité, c'est qu'on fait beaucoup de nos manœuvres en manuel, à la barre. Voilà, des gens qui arrivent dans notre compagnie, c'est vrai que le DP est là, le positionnement dynamique est là, mais on ne va pas s'en servir systématiquement et on a plutôt... on aime bien faire en manuel. C'est bien, c'est une bonne école également. C'est une bonne école, on est proche de la mer et des éléments. On reste peut-être dans une navigation qui est quand même toujours un petit peu... Il faut avoir un sens marin, on va dire. Alors là, vous êtes arrivé tout récemment et vous allez très rapidement repartir cet après-midi. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qui est en train de se passer sur le pont ? Alors nous, on est arrivé hier soir et on repart là ce soir. Sur le pont, donc on avait déjà embarqué une partie de la mission à Brest parce que le Chaume est en grande partie, ils sont situés à Brest. D'ailleurs, vous n'étiez pas en arrêt technique ? On était en arrêt technique précédemment, oui. C'est ça. Donc là, le bateau est tout propre et fonctionnel. Il est fonctionnel. Qui sait ? Si, il est voilà. Okay. On est en cours, mais oui. Alors, explique-nous ce qu'il y a sur le pont. On a vu qu'il y avait une grue à l'arrière, qu'il y avait un treuil, il y a des conteneurs. Explique-nous ce qu'il y a. Là, actuellement, pour cette mission, donc tout le matériel du Chaume vient d'être embarqué. Donc on a un treuil, qui va pouvoir déployer le scissor. Le scissor, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un poisson. Donc on a un petit sondeur qui sera traîné à l'arrière du navire, qui sera remorqué. On aura un deuxième qui s'appelle le MVP 200, pardon. C'est un autre qu'on peut déployer, voilà, tout à fait. Et on va faire aussi de la bâtissonde. Alors la bâtissonde, c'est un instrument qui est très important à G-Navire quand on fait de l'océanographie, quand on étudie la masse d'eau. Je vous la montrerai tout à l'heure, c'est une structure métallique qui est instrumentée. Nous on déploie avec d'autres treuils, on a 2 autres treuils qui sont dédiés à ça, dont le treuil bâtissonde. Ouais. Et cette bâtissonde, elle est instrumentée, donc on a des thermosalinos, des capteurs de température, de salinité, la turbidité, les capteurs de base, on va dire, de l'étude de masse d'eau. Et c'est un instrument sur lequel on peut monter des bouteilles pour faire des prélèvements d'eau. Ces bouteilles, on a un câble électroporteur et ça nous donne la capacité de pouvoir, les scientifiques peuvent décider du déclenchement en fonction alors ça dépend, des fois ils le font à différentes profondeurs qui ont été établies avant la mise en œuvre, et d'autres fois c'est en fonction justement de ce que le retour des capteurs en live leur donne. Ils peuvent décider de déclencher les bouteilles d'eau pour prendre des prélèvements. Bon, je crois qu'on n'a pas tout compris. D'accord, mais je me suis sans doute mal expliqué. Tu vas nous présenter un petit peu plus ? Tu vas nous montrer tout ça ? On va aller voir ça. On y va ? Allez, on y va. Allez, on te suit. Oh, c'est une belle salle, hein ? Ouais, donc le PC scientifique avec quelques
scientifiques qui sont effectivement ici. Vous avez des belles télés, hein? Une zone de car, oui, tout en 4K. D'accord. 4K. Donc parce là, que nous, en fait, effectivement, on voit ce que tu nous as dit, le treuil, le portique et puis la zone technique. Ça, c'est ça. Là, on a. Alors ça, c'est notre treuil de grand fond. On s'en servira pas sur cette mission, mais c'est pareil. C'est un treuil où on a. Là, on a un câble de 8000 mètres. On peut aller jusqu'à 8000 mètres et qui nous permet de déployer des engins. Et donc là, pour le coup, très souvent, on est en DP et on va aller déposer des instruments avec une précision assez remarquable pour aller poser des engins à 3 4000 mètres sous l'eau. Ou faire du carottage aussi. Et donc là, cette zone-là, elle sert à quoi? Ça, c'est la zone des scientifiques, c'est la zone de quart des scientifiques. Ça dépend vraiment, elle est polyvalente en fait, ça dépend de la mission pour laquelle on part. Donc les scientifiques ne sont pas des personnels de Génavir? Non, les scientifiques ne sont pas Génavir. Là, en l'occurrence, c'est du personnel CHOM principalement. Okay. Il y a aussi des personnels du laboratoire L'Océan, du laboratoire LOVE de Villefranche. Donc là, c'est pour cette mission-là, et pour une autre mission, ça pourrait changer? Tout à fait, c'est ce qui va se passer dans le mois prochain et qui se passe environ, je dirais, il y a... tous les mois à peu près, on change de mission avec des. Et vous avez combien de personnes scientifiques qui viennent à bord? Nous, on est en tout à bord, on est 25 et il y a jusqu'à 30, une capacité de 30 scientifiques. D'accord, 25 équipages français et 30 scientifiques. C'est ça. Parfait. On va voir le pont? Ouais, on va. On te suit. Alors là, on est effectivement sur la zone technique. On l'appelle le hangar. Le hangar. C'est le hangar. Oui, le hangar et après la plage arrière. Wow. Il y a une sacrée perspective. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit le personnel. Donc là, c'est les marins et les scientifiques qui sont en train de monter un courantomètre, le C150. C'est un gros tube. Donc on le met dans le trou qu'il y a dans le pont et ça sert à quoi? On le descend et en fait, nous comme ça, notre courantomètre, on l'a implémenté, on l'a installé sur la coque. C'est comme si on l'avait installé qui va. Mais c'est modulable en fonction de la mission. On peut décider de mettre un instrument l'instrument ad hoc, l'instrument qui va servir à la mission. Alors ça vous sert pour la manœuvre ou ça vous sert aussi pour les scientifiques? Non, là typiquement c'est que pour les scientifiques, ça va être le courantomètre qui va nous permettre justement d'aller étudier les tourbillons. Le courant. Alors là vous le descendez, en fait il est juste au ras de la coque. C'est ça, il va être flush, il va être au ras de la coque, comme si on l'avait monté sur la coque. Donc en fait la partie qu'on voit en tulipe tout au bout, c'est ça qui va prendre la sonde? C'est ça. D'accord. Le capteur est au bout de cette Très bien. Donc on voit derrière les conteneurs, le treuil. C'est ça. Et le portique. Juste là, on voit quelque chose qui est assez intéressant aussi sur le bateau. Oui. On a des rails, je ne sais pas si vous voyez. Et ces rails, en fait, donc là, il y a des protections. Mais quand on enlève les protections, il y a vraiment les rails. C'est là où on vient mettre nos sous-marins. Donc soit le ROV, soit le Nautil. Et donc le ROV, lui, en fait, il rentre à la maison, il rentre dans le hangar le soir. C'est ici où l'équipe travaille pour recharger les batteries, refaire le nécessaire pour repréparer la plongée du lendemain ou voir les réparations. Et ensuite, avec son chariot, on le ramène plage arrière. Il arrive sous le portique de manœuvre, le portique arrière, et le portique arrière est capable de lever le sous-marin. Il faut savoir que le sous-marin, il est donné pour 22 tonnes. Donc le portique, là on vient de le tester à l'arrêt technique. En sortie d'arrêt technique, on a testé à 33 tonnes. Derrière, donc on a le treuil qui va avec. On peut aller en plage arrière. Bon, on y va, on te suit. Donc voilà le beau joujou? Tout à fait. Notre portique arrière. Ok. Avec son treuil associé là. C'est le treuil de Lifeline, le treuil qui permet de lever le sous-marin. Et ensuite, c'est un portique qui se déploie complètement à la mer. Et on déploie le sous-marin. On voit aussi ces poulies. Tout à l'heure, on a parlé du treuil de grand fond. Oui. Donc la sortie du treuil de grand fond, elle est là, elle est protégée vu qu'on ne va pas s'en servir sur cette mission. Mais le treuil est en dessous dans la cale.
il sort par la sortie de pont par cette poulie, qui ensuite les poulies sont renvoyées soit par le portique, on n'en a pas encore parlé de ce portique-là non plus, il y a un autre petit portique, le portique de carottage, qui est ici sur le côté, à bâbord, à tribord. D'accord. Et autrement, le câble TGF, le câble de grand fond, il passe par les poulies par l'arrière, et là on peut déployer des engins à l'arrière. Bonjour, moi c'est Xavier, je travaille au département sous-marin et nous ici à Toulon on gère tous les sous-marins qui vont sur ces beaux navires pour faire des missions opérationnelles à travers le monde entier, dans le côté mer du globe. Tu nous présentes le joujou? Donc là, ici sur le centre, on a plein d'engins, on a le Nautil qui est actuellement en mer dans le Pacifique sur le Pourquoi pas. D'accord. Et là on a le robot Victor 6000 mètres qui est en arrêt technique, d'accord, en maintenance. Et il est justement en train de, on va pouvoir aller le voir là, ils sont en train de manipuler le bras. Donc c'est un robot d'intervention 6000 mètres qui est mis sur l'Atalante. D'accord. Qui fait des prélèvements, attention, hop, voilà. Ah, vous approchez pas du bras là. D'accord. Voilà. Maxime, on peut aller dans le container? Oui. Vous pouvez faire bouger le bras? Voilà, tenez, venez voir là. Ah laisse-le un peu dehors, demande-lui s'il te plaît. Par contre, reculez. On va rester là derrière, voilà. Donc c'est un robot 6000 mètres qui descend faire des prélèvements, géologie, biologie, tout ça. Et les opérateurs sont dans un container qui est normalement sur le bateau et lui il est 6000 mètres plus bas au bout d'un câble. D'accord. Avec manipulation des bras. On va aller le voir après à l'intérieur, ça va être sympa. Et donc des éclairages LED, divers prélèvements pour faire des carottes. Un bras tout axe pour tout faire. Donc, un bras principal aussi. Il est philo-guidé en fait. Il est philo-guidé, ouais. Tout se passe du bateau et il travaille, voilà, tout passe par là, par la laisse. Et un treuil au bout. Le treuil sur le bateau, une laisse. Et il se balade au fond à 6000 mètres. D'accord. Et donc, ah oui, on voit la caméra là. Voilà, il y a une caméra 4K, il y a des petites caméras de pilotage. Là, on a le bras principal. Maestro. Parce que on peut tout faire avec. Il a un panier dessous pour récupérer des échantillons, des sondes de température. C'est impressionnant la qualité des matériaux. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va aller les voir à l'intérieur quand il manipule le bras. Comme ça, vous verrez les images. Ah bah allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Et là-bas, juste derrière, on a celui-là, c'est 6000 mètres et on a le robot Ariane, Ashram, qui vient de rentrer une mission qui était sur le petit bateau l'Europe. Et lui, c'est un 2500 mètres. D'accord. Il fait la même chose, mais en plus petit. Et donc, en fait, quand on est sur le bateau, le robot, lui, il est au fond de la mer, et nous, on a des containers comme ça. Et dedans, il y a nos postes de pilotage, il y a tout ça. Donc, je vais vous amener voir. Bonjour. Donc, c'est d'ici que tout est piloté. Il y a un pilote qui est assis là, un coordinateur copilote qui est là-bas. Et le bras que vous voyez bouger là, on était dehors, il est en train de bouger. Il y a Christophe qui est en train de le faire évoluer. Excellent. Et donc, il sert à quoi ce bras? Prélever des échantillons, attraper, faire des carottages, ramasser du caillou, sortir le panier. On a un panier qui est devant pour sortir des sondes de température, etc. Au niveau de la vision, ce serait probablement... Pour faire plein de choses. Et après, ici, il y a 2 scientifiques qui passent... toute leur journée, enfin on se relaye, on travaille par quart. Donc sur le bateau, on peut rester 5 jours. Vous êtes G-Navire. Ouais, moi je suis G-Navire, nous on est opérateur ici. Voilà. D'accord. On est les chauffeurs de taxi. Et après on a des passagers qui viennent, donc ici ils sont assis là, et on se relaye tous par quart, on fait des quarts de 4 heures. Donc c'est un H24, ils tournent avec le bateau. On reste sur zone et ça travaille au fond. Là on voit, ils ont sorti le panier, il va attraper une carotte. D'accord. Et ça, il faut imaginer que vous êtes sur le bateau et le robot, il a 6000 mètres en dessous. Jusqu'à 6000. C'est impressionnant. Voilà. Donc, vous avez 6000 mètres de fil. Il y a 8000 mètres de câble et 400 mètres de lest. En fait, il y a le bateau, il y a 8000 mètres de câble. Ouais. Pour aller à 6000, il faut 8000 parce qu'il y a une arche. Oui, il y a la courbe. Il y a un poids, un lest, on appelle, pour tendre tout ça. Et il y a une laisse qui relie le robot. Une laisse qui fait dans les 200 mètres et qui nous permet d'évoluer autour. Et quand on veut se déplacer au fond, on déplace le bateau, le laisse se déplace, le robot se déplace. Donc il y a tout un travail d'anticipation et on travaille comme ça pendant 5 jours au fond. D'accord, donc là on le voit. Là on voit, il a attrapé une carotte, il peut rentrer le panier, faire une carotte et hop, on ressort ça. Et après, une fois que tout notre panier est rempli,
On renvoie tout par des ascenseurs à la surface. Et ils nous renvoient du matériel vide. Impressionnant. On remplit et on renvoie. Et donc ça, une spécificité G-Navire. Spécificité G-Navire dans toutes les mers du globe. Voilà. Et après, il y a plein d'outillages, des sondes de température, des préleveurs chimiques. Tout est enregistré. Magnifique. Hein. Félicitations. Bah, c'est à eux qu'il faut féliciter. Hein. C'est tous les opérateurs qui mettent ça en œuvre. Hein. Tous les techniciens électroniques, mécaniciens. Voilà. Attention à la marche. Merci. Et donc c'est un outil qui permet de rester. L'avantage du Victor, c'est qu'il nous permet de rester longtemps au fond. Ouais. Donc on travaille dans la continuité. C'est des fois un peu plus long, mais on travaille sur la longueur. On reste sur des sites pendant un moment. Avec le Nautile, le sous-marin Nautile qui est actuellement sur le Pourquoi pas, lui c'est du one shot. On descend, on fait une plongée de 6 heures. Et sur ces 6 heures, bon, on travaille différemment, mais on fait les mêmes choses. D'accord. Et Victor est modulable, c'est-à-dire que là on est en module prélèvement. Oui. Donc il a ses bras et dessous il a un panier avec où on met des accessoires, des boîtes, de prélèvement, tout ça. Et on peut changer le module du dessous pour faire de la cartographie en fait. D'accord. Donc on va l'utiliser comme un navire mais auprès du fond pour avoir une cartographie plus précise. Et on va faire des cartes bathymétriques du fond. Impressionnant. Sauf qu'un bateau il est à 6000, donc vous avez un pixel de 6000 mètres quand on regarde qui nous fait une carto. Il y a un pixel qui fait 100 mètres, on va dire. Ouais. Tandis qu'avec Victor, on est à 50 mètres du fond. Donc le pixel, il fait 50 cm. Et la précision, pour les scientifiques, elle est top. Ils font une carto. On peut aussi faire de la carto photo, des mosaïques, etc. Donc une expertise scientifique impressionnante. Voilà. Et puis une technicité sans égale, hein, en fait. Bah ouais. En tout cas en France. En France, on n'est pas unique, mais ouais, on est sans égal. Ouais. Et au monde? Au monde, il y a des instituts. Hein. Il y a l'Institut océanographique américain, Woodsole. Ouais. Après, il y a les qui ont un sous-marin 6005 maintenant, l'Alvin. Et des robots aussi. Il y a les Japonais qui ont le Shinkai. Le Shinkai aussi 6005. D'accord. Avec des robots. C'est l'Institut Jamstec. Il y a les Chinois, ils ont quelque chose, mais on n'est pas trop au courant. Mais bon, Et quelle est la profondeur la plus importante au monde? Bah, c'est la fosse des Mariannes à 11 800 et quelques mètres. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais donc on y a été encore. Ah si, on y a été plusieurs fois. Ouais. D'ailleurs, les premiers, ça a été les Américains avec Auguste Piccard à l'époque, avec le Trieste et les Américains. Ouais. Et nous, on a plongé avec l'Archimède, le sous-marin français à l'époque. Et on est descendu. Alors, on n'a pas eu les 11 000 mètres, mais nous, on l'a fait plusieurs fois à 10 500, 10 800. Alors qu'eux, ils sont à 11 500, ils ont fait une plongée. Après, ils ont déclassé leur sphère, mais bon, ça c'est l'anecdote. Mais à l'époque, les sous-marins, ils étaient différents. Les sous-marins, là aujourd'hui, vous voyez, c'est du condensé. À l'époque, un Nautile, aujourd'hui, il fait 19 tonnes. À l'époque, un sous-marin, pour aller à 11 000 mètres, il faisait 150 tonnes, 180 tonnes. Ah oui, c'est plus parce que la flottabilité qu'on a sur le robot Victor, ou sur le Ariane, ici, ça c'est le petit robot Ariane, ou sur le Nautile, elle a évolué dans les années 70, 70. Et ils ont inventé les micro-billes de plastique. Et donc, on a gagné un gain en flottabilité, en volume. Et on pouvait aller profond avec un petit volume. D'accord. Voilà. Et l'avantage, c'est que du coup, avec cette technologie, on a pu mettre les engins sur des bateaux et aller plus loin. À l'époque, quand ils sont allés dans la fosse des Mariannes, ils sont partis de Toulon et ils remorquaient le sous-marin jusque dans le Pacifique. Enfin bon, c'était pas les mêmes contraintes. Mais par contre, on est allé au plus profond de toutes les profondeurs, elles ont été faites sur l'océan. Et après, il y a des gens qui sont dans le privé, qui ont suffisamment les moyens. Là, il y a un Victor Vosovo, ou je sais plus comment il s'appelle, il avait fait tous les 8000 et il a décidé de faire toutes les fosses les plus profondes. Vu qu'il avait les moyens, il a fait fabriquer un sous-marin et il a fait toutes les fosses les plus profondes du monde. Et James Cameron aussi, après Titanic, il s'est fait un sous-marin, il est allé à 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. D'accord. Donc, il y a encore des choses à y explorer. Ouais, on connaît 6% seulement des fonds marins, je pense. Enfin, de mémoire, peut-être j'ai une bêtise sur les chiffres, hein, mais je crois que c'est 6% qui ont été explorés, le reste, c'est l'inconnu, quoi. Donc, comme je dis souvent, et mes collègues, ils vont rire, chaque plongée, c'est une aventure. Ça, c'est un petit robot. Alors, celui-là, il est hybride. La différence entre robot hybride et le ROV Victor. Le ROV Victor, l'énergie, elle est sur le bateau. Ouais.
Donc l'énergie, elle est sur le bateau, donc on peut l'alimenter en permanence. Donc on peut rester 5 jours, voire plus au fond. D'accord. Ariane, il est sur batterie. Les batteries, ils sont sur batterie. Donc c'est une plongée qui est beaucoup plus courte. Mais c'est pour travailler en côtier. Donc là, on voit les rapports de taille de bras. Bon, c'est dommage, ils sont pas en face, mais le bras est beaucoup mais on plus voit petit. la différence. Oui. Mais par contre, il a aussi 2 bras avec cet axe, un petit panier. Et il fait les mêmes choses. Là, ils ont travaillé en côtier, ils viennent de rentrer. Donc il n'y a jamais personne à bord de ces... Non, de ces robots, non. Ces robots. Et le système de déploiement, là-bas, c'est un container. Là, ils ont, dans 3 caisses, ils ont tout le système, ils peuvent déployer. D'où les petits bateaux. Ouais. Ah bah ça, je pouvais vous montrer quand je vous ai parlé du module. Ah oui. En fait, je vous ai parlé du module, le module de prélèvement qui est sous Victor, là. Qu'on voit dessous. Donc on est en module prélèvement et ça c'est le module cartographie. Donc là-dessus il y a un sondeur multifaisceau, il y a des rampes de projecteurs avec des appareils photo. Donc ça on le met en échange l'outil sous le robot. D'accord. Et on part et bon ça fait pas comme ça, hein. Il faut quand même quelques heures pour tout changer, tout câbler. Ouais, mais c'est un module en fait interchangeable. C'est interchangeable, il va voilà, dessous là-bas. Sur le dessous là, on remplace le fond. Tout à fait. Et AG Navire, là, alors c'est des engins qui sont uniques au monde, hein, qui sont faits par Ifremer, mais nous, AG Navire, on en a l'exploitation. Et surtout, ce qui est important, c'est que on les opère, on fait la MCO, et on fait tout de A à Z. Donc on est capable... La MCO, c'est quoi? Le maintien en condition opérationnelle. D'accord. Donc exploiter l'engin et faire toute sa maintenance. C'est qu'on est capable en mer, n'importe où, de pouvoir tout refaire et pallier à tous les problèmes. Quand on est au milieu du Pacifique, ça nous est arrivé. On a des soucis, des centrales hydrauliques qui implosent ou quoi. Et nos équipes, on forme nos équipes pour pouvoir faire tout le panel de réparation et être autonome. D'accord, donc une réelle spécificité G-Navire. G-Navire. Une expertise G-Navire. Expertise G-Navire et mise en opération. Avec des équipes très réduites. Contrairement aux étrangers où nous on part à 8 sur un sous-marin, sur le Victor pour le mettre en œuvre. Sur Ariane on part à 3. Contrairement aux étrangers où ils vont partir à 12 et à 7. Quoi. Le Nautilus, pour le mettre en œuvre, on est 8 seulement. Ah, 2 pilotes, 2 copilotes. Ouais. Fantastique. Alors moi, mon parcours, je suis arrivé il y a 30 ans. J'étais technicien, Bac+2 en électronique et informatique industrielle. Alors à l'époque, il y avait moins d'engins. Il y avait que le Nautilus et une soucoupe Siana et un autre sous-marin militaire. Il n'y avait pas les robots encore. Et il faut considérer à peu près, compter 2 à 3 ans pour se former et commencer à être autonome, parce que c'est un milieu particulier, nous, ce qu'on subit, c'est la pression. Et oui. 6 mm, c'est 625 kg par centimètre carré, pardon. Ça représente quoi? C'est que sur mon pouce, à chaque endroit où il y a de l'air à l'intérieur, où ça rentre en pression, il y a 625 kg. Donc sur une petite sphère comme il y a là... Ah, c'est colossal. Voilà. Pour la caméra, par exemple. Alors là, c'est peut-être pas si sur celle-là, voilà. Sur une sphère comme ça, en fait, celle-là, elle est remplie d'air, parce qu'il y a toute l'électronique dedans. Il y a l'électronique des variateurs de tous les moteurs, des différents moteurs pour se déplacer au fond. Donc ça, c'est complètement étanche. À 6 mm là-dessus, sur chaque centimètre carré, il y a 125 kg. Donc on va... Ça fait quelle épaisseur, du coup Elle fait quelle épaisseur? On doit l'avoir de l'autre côté, il doit y en avoir une. On l'a là, on en a une là, hop, qui est ouverte. Alors je peux pas trop la lever tout seul, mais... On va essayer. Voilà. L'épaisseur, c'est pas très Ah, ça fait ça, voilà. Il y a 2-3 cm. Donc il faut imaginer qu'avec toutes les pressions qu'il y a, donc c'est sphérique et tout est compacté, quoi. Donc nous, notre gros problème, c'est la pression, l'eau qui rentre dans les tuyaux électriques. Voilà. Donc tous les tuyaux, ils sont en huile, ils sont en équipression pour pas subir trop d'entrée. Et donc moi, j'étais technicien et je suis rentré petit à petit, on m'a mis un jour dans le sous-marin, on m'a dit tu seras copilote. Après, on m'a mis sur Victor et puis on se forme, on apprend et on avance. Voilà. Bah, merci beaucoup, Xavier. De rien. Super. Alors, tu nous parlais de propulsion électrique? Oui. Je suis assez curieux. Oui. Tu nous présentes un petit peu la machine? Très bien, on y va. Allez, on y va. Ah, ça, c'est le... Tout à l'heure, je vous parlais du treuil de grand fond. C'est celui-ci qui... Voilà, la belle bobine. Ah oui, une belle bobine de fil, hein. C'est ça. C'est celui-là que tu nous as dit 8 mm? Oui, tout à fait. Donc nous, bien souvent, on est au maximum, on est à 5-6 mm, mais voilà, on a la capacité... on a la capacité... c'est du Dynéma? C'est du Dynéma, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais.
donc bateau de 90. Hein. C'est ça. Dans son jus. D'accord. Donc le PC Machine, oui, on va dire à l'ancienne. Bon alors explique-nous. Propulsion électrique, d'accord. Propulsion électrique. Et donc du coup, il faut des groupes électrogènes, il faut des batteries, il faut... Tout à fait. Bah, groupe électrogène, donc nous on a des groupes, alors là c'est les Caterpillar qui sont ici. On a 3 groupes électrogènes principaux et un plus petit 4e qui nous sert aussi de groupe de quai. Et autrement on a un 5e, c'est le groupe de secours. D'accord. Ces groupes électrogènes, eux, ils ont 2 fonctions. En fait, ils produisent l'énergie électrique pour la propulsion électrique, donc pour nos moteurs principaux, ouais. Et aussi pour la consommation du bord. L'intérêt principal pour Genavir, c'est la manœuvrabilité, parce qu'on peut vraiment faire... oui, alors tu nous disais, tu as des moteurs électriques sur des lignes d'arbres qui sont totalement classiques, et 3 groupes électrogènes plus un 4e. Et un 5e en secours. Ouais, c'est ça. Ok, on va voir ça? Ouais, tout à fait. Si l'Atalante a été construit il y a plus de 30 ans dans les chantiers du Havre, il n'en demeure que son architecture est on ne peut plus moderne. La propulsion électrique est assurée par 2 moteurs à courant continu de 1100 kW qui animent des hélices à 5 pales sur ligne d'arbre. Rétrofité en 2021, le navire est désormais équipé de 3 groupes électrogènes Caterpillar de la série 3512B, des V12 4 temps de 1730 kVA. Ces séries ultramodernes de dernière génération assurent des consommations et des émissions très contenues. Ces 3 groupes sont complétés par un plus petit, toujours Caterpillar, de série C18, qui lui est un 6 cylindres en ligne. Si le rétrofit énergétique est impressionnant, l'Atalante est aussi un des premiers navires de commerce à embarquer le séparateur d'eau de cale d'Amsia basé sur le principe de la distillation sous vide. Le directeur de la flotte nous partageait dans nos pages récemment la volonté de Genavir d'améliorer sans cesse l'impact des activités de leurs navires sur l'environnement marin. Preuve est faite avec cette très belle réalisation machine. On a beaucoup de centrales hydrauliques aussi à bord. Il y a beaucoup d'hydraulique parce qu'on a quand même beaucoup de potence, de treuil. Donc là, il y en a une première ici. On a une petite centrale hydraulique tout à l'heure. Je vous parlais de l'hydrobâtie, la bâtisson, là où l'instrument qu'on peut déployer, qu'on envoie au fond. Oui. On peut mettre les bouteilles. Donc là, on a sa centrale hydraulique. On en a d'autres sur l'arrière. Bien sûr, la centrale hydraulique du portique arrière. Ça, c'est la centrale hydraulique du treuil de grand fond. Pas mal d'hydraulique à bord. Pas mal d'automates. Je pense que le métier de mécanicien à bord des bateaux de Genavir est très intéressant et il y a vraiment un plus, je pense. Là, on est dans la cale mission. Alors là, on se retrouve juste en dessous du pont de la plage arrière. De la plage arrière. Voilà. Là, là, elle est vide sur cette mission, mais c'est voilà la cale mission qu'on peut charger de matériel scientifique, de rechange pour nous, de rechange pour la mission. Il y a aussi, bien sûr, nos spares. Bon, sart d'arrêt technique, toute cette zone, tous les rails que je vous ai montrés tout à l'heure en haut. Et juste au-dessus. Tout a été refait à l'arrêt technique. Donc, vous pouvez imaginer que tout ça, de partout, on avait tout dévégré, tout découpé. Donc là, on est en train de revenir petit à petit. Ici, on a la cale carottage. Là, tout à l'heure, je vous parlais des carottages. C'est mal rangé parce qu'on
On rentre dans la technique. Sortie d'arrêt technique, voilà, on va re-ranger et on part pas sur une mission. Donc les carottages. Explique-nous le carottage. Qu'est-ce que tu veux Carottage, on a des gros tubes, donc ils sont là, des gros tubes acier. D'accord, donc tu fais les carottages de grand fond? Oui, tout à fait. D'accord. C'est avec le treuil de grand fond, avec le Dynéma. L'intérêt, l'un des grands intérêts d'avoir du Dynéma, c'est qu'il est léger par rapport à un câble, et donc on gagne en charge de rupture. En fait, on peut se permettre de faire des plus grandes carottes à des plus grandes profondeurs avec un Dynéma plutôt qu'avec un câble acier. Ok. On est plus. Je comprends bien. Et ici, on voit qu'on peut sortir nos tubes, donc en fonction de la profondeur ou de la longueur du tube qu'on veut, la profondeur de sédiment qu'on veut carotter, on va sortir une taille de tube. Le tube, il est pris ici avec nos les palans. C'est ça, avec nos palans, et on les met sur les diabolos là, et on a une sortie qui arrive sur le pont. Ça en fait ici. Ah oui, d'accord. Là, ici, on ouvre, et ça part sur le pont. Ça continue sur le diabolo. Voilà. Et ça part? Ça part sur le... On ira dans la coursive carottage tout à l'heure. C'est la coursive carottage, et c'est là aussi où on déploie la bâtissonde. Et donc, bien après, on fait nos carottages. On a aussi à Génavir, désormais, on a une cellule de carottage qui est dédiée à ces missions-là. C'est eux qui les... Et c'est vous qui pratiquez ces carottages? C'est votre expertise? C'est Génavir? C'est Génavir. C'est pas les scientifiques, c'est vous? 100% Génavir. Les scientifiques, eux, ils nous commandent. Le carottage, c'est vous qui le faites? Où est-ce qu'on doit forer, où est-ce qu'on doit carotter, etc. Mais c'est nous qui le mettons en œuvre. Génavir met tout en œuvre. Et il faut une formation spéciale pour ça? C'est Génavir? C'est Génavir qui nous forme. Génavir, c'est super intéressant. Très diversifié. On a beaucoup de corps de métier, et on est quand même assez spécialisé sur différentes formes de recherche, sur différentes formes de mise en œuvre. Et moi, je pense que Génavir, tout le monde peut un peu s'y retrouver. Super. Ouais. On continue? Ouais. Allez, on te suit. Quand on commence à visiter une machine, on ne peut plus s'arrêter. Allez, une petite dernière pour la route. Nous voici donc au local bar avec ses 2 centrales hydrauliques alimentant les 2 gouvernails articulés. De très beaux espaces de travail, au service, comme toujours, des activités pont. Allez, on y retourne. Donc le carottage, tout à l'heure, on parlait des tubes de carottage. Et donc il y avait une trappe, et donc elle arrive où cette trappe? Elle est là, la trappe. Elle arrive ici, elle est fermée pour l'instant. D'accord. Pour la manœuvre. Nous on a un treuil qu'on grée, un petit treuil qu'on grée. On vient le fixer sur fontaine ici. Il y a des fontaines partout dans le bateau parce que bien sûr il est modulable en fonction des missions. On n'a jamais, on a souvent, les instruments se baladent et on les Et on a les rails au plafond, donc c'est pour... Et donc ça, justement, c'est pour lever le tube. Alors, ici, dans cette coursive, le tube, il est gréé, le tube de carottage. On met une chemise dedans. Une chemise, c'est un gros tube PVC qu'on rentre dans le tube acier, parce que c'est pas le tube acier en lui-même dans lequel on va récupérer le sédiment. Le sédiment, il sera dans la chemise en PVC. La chemise en PVC, on la sortira après du tube, et c'est elle qu'on va découper, et on aura nos prélèvements sédimentaux qui seront dedans, qui seront aussi étudiés en partie à bord, et pour une autre partie seront congelés, gardés au froid à bord. On a la capacité de garder... vous avez également une capacité frigo? Oui, alors... Après, on a aussi des laboratoires qui sont thermostatés, des laboratoires qui sont réfrigérés. On peut travailler dedans. Souvent, on revient aussi sur le conteneur, c'est qu'on embarque un conteneur qui est spécifique au découpage de la carotte, qui va être, elle va être faite à découper à bord. Parce qu'après, le tube, il est coupé en 2 afin d'avoir la section de la carotte. Et on a aussi des congélateurs où on peut garder les carottes. Les scientifiques sont en train d'arriver, le labo est en train de se monter.
Pareil, on est dans la polyvalence. Chaque équipe scientifique va arriver avec ses instruments et le laboratoire il est vide, il est vierge quand ils arrivent et c'est à eux de monter leurs instruments en fonction de ce qu'ils vont rechercher. C'est ce qu'ils font. Et donc là, ils continuent. Bonjour. Donc ça, c'est un autre labo. Ouais, c'est un autre labo, le labo polyvalent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? On est en train d'aménager un peu les laboratoires pour notre propre utilisation durant la campagne Protéion. Et là, en particulier, on est en train de mettre en place le nécessaire pour faire des analyses d'oxygène dissous. Donc dans l'eau? Donc on fait des prélèvements. Donc la bâtissonde arrive dans le local que vous avez déjà vu. Oui. Nous, on est 2 chimistes et on va avoir une équipe un peu plus étoffée en formant des marins et on va prélever donc de l'eau à des fins d'analyse. Alors les seules analyses qu'on va conduire ici directement dans les laboratoires, c'est cette manip-là d'oxygène dissous. Sinon, les restants des échantillons, on les filtre, on les conserve au congélateur et on les analysera au retour lorsqu'on aura récupéré nos échantillons. Ça, c'est du matériel à vous? Voilà, ouais. Tout ça, c'est du matériel à nous. Et vous embarquez pour combien de temps? 1 mois. 1 mois. Toi aussi, Adrien, ouais. Donc Marine, moi je suis la chimiste responsable du labo de chimie au Chaume, et Marine, elle est apprentie au niveau Master 2. Donc c'est sa première campagne en mer et voilà. On a tout à apprendre. Master 2 de quoi? De chimie analytique. Et d'accord. Ok. Voilà. C'est où? C'est à Brest? À Brest, ouais, c'est ça, le lieu. Et l'idée, c'est qu'à mon départ en retraite, elle puisse me remplacer. Oh, c'est pas demain. Pas demain. Merci. Je vous en prie. On peut aller soit voir d'autres labos, soit parce qu'il y a d'autres labos ici. Vous avez combien de labos tout à l'heure? Labo froid? Ouais, labo froid, labo humide. Là, on était dans ce qu'on appelle le labo humide précédemment, donc là, j'ai pas mis la lumière. Labo froid, on a des hôtes, des hôtes aspirantes pour les scientifiques quand ils font leurs recherches. Parlons. Labo froid, labo humide, labo polyvalent. Là-bas, on a le laboratoire propre, pareil, avec une hotte à flux laminaire. D'accord. Un autre petit labo. Celui-ci, pour l'instant, il n'y a personne qui est encore arrivé. Ils arrivent tout juste, ils vont s'installer. C'est un vrai centre scientifique. Hein. Ah oui. Là, je vous propose, on peut aller voir les emménagements qui sont sympathiques. Ouais, allez, on te suit. Donc vous avez un service hôtelier, j'imagine, en conséquence, du coup? Oui, bonjour. Peut-être un intendant, un commissaire ou C'est le lieutenant on a un lieutenant-commissaire, un lieutenant navigation. D'accord. Et bonjour. Et au service cuisine, service ADSG, on a un chef cuisinier, un second, un aide de cuisine, de très bons cuisiniers. Et on a à l'hôtellerie, on a un maître d'hôtel et un second maître d'hôtel aussi, qui s'occupe du service. Voilà, les carrés. Vous pourrez constater que Génavir met quand même un point d'ordre à ce que l'équipage est oui, c'est plus vraiment un carré, hein, c'est une salle de concert. C'est un endroit très sympathique où les gens viennent faire de la musique, beaucoup d'échanges, le baby-foot, la grosse collection de bandes dessinées ou de livres. On a aussi les jeux vidéo qui sont derrière pour les aficionados. Il se passe pas mal de choses. On a aussi un rétroprojecteur pour projeter des films, là, avec et le petit salon cosy, qui est sympathique, ma foi. Il y a un autre carré comme donc ça, les scientifiques embarquaient 1 mois, oui. Et toi, tu vas embarquer combien de temps? Moi, là, je fais 2 mois ce coup-ci. 2 mois? Ouais, un peu Pourquoi moins. Je fais 50 jours, en fait. Pourquoi ce coup-ci? Tu fais pas En fait, on ne fait pas tout le temps la même chose. Nos embarquements, ils varient. On peut dire qu'en moyenne, on est dans les à peu près 50 jours. 50 jours. Ouais. Ça nous arrive de faire... on peut faire... les officiers, on a une convention, on peut faire 65 jours. D'accord. Au-delà, ça nous arrive parfois, mais peu souvent. Et voilà, la compagnie se doit de nous demander notre avis si jamais on reste bon, longtemps. En tout cas, 2 mois, c'est le maximum qu'on fait chez nous. Vraiment, c'est 50 jours. Ouais, pour du long cours, c'est sympa. 50 jours, je trouve que c'est une bonne durée.
moins, on n'a pas assez de temps pour travailler. Est-ce qu'on a fini la visite ou pas? On peut aller voir la cuisine et le carré, comme vous voulez. Ah oui, parce que là, c'est pas le carré. Pardon, la cuisine et la cafette. Et on n'a pas encore vu aussi un autre point qui est sympa. C'est la salle de sport qui est en bas. Donc, le réfectoire. Tout à fait, avec un système de self où on a, alors on mange très bien. On a une entrée froide, une entrée chaude, un plat de résistance, fromage, dessert, les fruits qui sont là. Et le service, c'est en partie self au début, les gens se servent. Et l'entrée chaude et le plat principal est servi par le maître d'hôtel. D'accord. Voilà, un petit un joli service. C'est très agréable. Ouais, c'est très agréable, convivial. Ça bouge pas trop? Ça dépend de la mer. C'est des bateaux qui sont pas très grands et qui vont on va un petit peu partout sur le globe. Ce bateau-là, l'Atalante, c'est pas. On a des bateaux qui bougent plus. Le Thalassa, par exemple, qui est un bateau qui fait de la recherche halieutique, donc qui est en fait un grand chalutier qui fait des prélèvements de poissons. Lui navigue quand même dans des eaux beaucoup plus mouvementées. D'accord. Et là, c'est notre salle de sport. Oh là là. Donc pareil, il va falloir qu'on fasse notre petit rangement d'après arrêt technique, mais ça reprend forme petit à petit. Et il est un peu exigu, mais il est quand même assez bien fourni. On en a dans les coffres, il y a un petit peu de tout. On a des petits jouets en haut, là on a des surfs, on a des bodyboards, on a des paddles pour les escales, on a les combinaisons en fonction d'où on va, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé trop depuis le début, mais on va quand même dans beaucoup d'endroits dans le monde. Moi par exemple, rien que sur ma dernière année, je suis allé aux îles Féroé, en Islande, à Terre-Neuve, on est allé aux Açores. Là, on va en Grèce, on va en Méditerranée. Ensuite, le bateau partira dans le Pacifique. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de ligne dédiée, c'est en fonction de ce que les scientifiques vous demandent de faire. C'est ça, en fonction de l'endroit sur le globe où les scientifiques veulent faire leurs études, nous, on va suivre. Par contre, je vois quand même l'île Vrac, il y a un petit côté breton peut-être. Crozon, Saint-Malo. On est quand même... On va dire que ça change un petit peu, mais oui, forcément, c'est une compagnie qui est basée à Plouzané, à Brest. À Brest. Et puis, on va pas enlever ça. Il y a quand même pas mal de Bretons aussi en marine marchande. Même si j'ai fait mes études à Marseille, mais on était quand même déjà aussi beaucoup de Bretons. Et à bord, oui, on est beaucoup de Bretons. Et pour les marins, pour l'équipage aussi, il y a énormément de Bretons, oui. On remonte. On n'a pas d'ascenseur sur celui-ci. Nous voici donc dans ta cabine, oui. Dans ton bureau. Oui, tout à fait. BBG Navire, tu nous disais? Ouais. Moi, je suis rentré en 2006, je pense, mes premiers embarquements à G-Navire. Et tu n'as pas quitté l'entreprise? Non, je suis toujours resté ici. Jamais? Non, je me suis senti bien. Donc, lieutenant, tu as fait un peu de machine? J'ai fait beaucoup de machines. Beaucoup de machines. G-Navire est une compagnie qui nous pousse à être polyvalents. D'accord. Donc moi j'ai fait de la machine, même j'ai fait pas mal de chefs, mécaniciens. Et quand j'ai demandé à repasser au pont parce que j'avais envie de retourner. C'est possible. Voilà, c'est possible. Et comme il n'y a pas de certification spécifique. Non, et puis moi j'avais gardé ma polyvalence. J'avais fait du pont, de la machine. Voilà. J'avais réussi à garder de bout en bout les deux. Félicitations. Voilà. Et comment on fait pour vous rejoindre? Eh bien, vous avez qu'à taper à la porte. Non, il faut que je sois à Plouzané, au centre G-Navire de Plouzané. Tu vois, moi j'ai navigué un petit peu aussi. Est-ce que je dois obligatoirement recommencer lieutenant ou on peut m'embaucher Non, il y a des personnes qui arrivent chez nous qui arrivent à des postes. Au second ou chef Ça peut arriver. Après, peut-être pas commandant? Non, pas du tout. Et je pense que pour le coup, on a quand même une spécificité dans nos métiers parce que on met beaucoup de choses, beaucoup d'instruments à l'eau. On met beaucoup d'engins différents à l'eau. Les missions sont différentes.
Je pense qu'il y a vraiment un temps incompressible où il faut passer faut passer du temps sur nos navires. Ouais, voilà. Je pense il faut qu'on ait vu les bâtissons, le ROV, le Nautil, le carottage, bref, tout ça, ça peut pas. Ça peut pas s'inventer. Non, je pense si on a. D'accord. Donc, il n'y a pas de brevet spécifique pour vous rejoindre, mais il y a quand même une expérience à acquérir au fil des années. C'est ça. Pour pouvoir monter, en tout cas, la hiérarchie. C'est ça. Je pense. On ne parle pas de compétences, mais c'est surtout qu'il faut avoir vu tous ces déploiements. Ouais, c'est de l'expérience. Très bien. Ouais. Bah, merci beaucoup de nous avoir consacré ta journée pour nous faire un tour de ce très beau bateau. J'espère te revoir rapidement. Et puis, on va vous souhaiter une très belle mission d'1 mois avec vos nouveaux scientifiques. Tout à fait. Et j'espère à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et n'hésitez pas, contactez-les.